Bon, nous allons passer à l'économie circulaire. Loumi, c'est à toi. On ne parle même plus de temps, mais voilà. Robert, pas trop long. 10 minutes. Jamais? Just 10 minutes. C'est pas sûr. OK. No problem. OK. Bon, bonjour à tous. Donc, convertir, voilà, je fais étudiant à la fois et puis animateur. Donc, convertir nos déchets en matière première ou en énergie verte, c'est peut-être une façon de se faire pardonner notre course folle à la consommation. Donc voilà, vite fait, je introduis Robert Bell, notre très 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 fidèle participant, qui est come here, Dad. Qui est responsable du département de sciences de Brooklyn College et l'auteur du livre The Green Bubble, notre Bible de ceux qui sont mordus par la transition énergétique. Oui, un peu trop tôt pour ce livre. 2006 et 7. And the second edition? The second edition, Robert. Oui, il n'y a pas. Merci. Ah, je peux. Oh, où est le clicker, s'il vous plaît? Thank you, Lumi. Thank you, Miriam. Diana, it's a pleasure to be here. And thank you for listening to me. I will be the token English speaker at this event. I am going to speak about waste. Waste that is absolutely unavoidable and can kill us, but can also be used to save us. The first one of these wastes is sewage, human sewage. In bad terms, our own caca. Okay, that picture you see is a plant in Denmark, which is the reference plant for how to deal with a sewage plant, how to deal with sewage. The plant reduces the residue from the sewage to something 100% harmless. It's even used for fertilizer in Denmark. Nothing dumped into the sea. Dumping human sewage into the sea causes the dead zones that one of the speakers just mentioned. It kills the coral reefs. It pollutes the coast. It doesn't have to be done at all. Doesn't have to be done at all. It's a choice of people who are not acting correctly to fix this. These plants also produce this one produces 1.5 times the energy it uses. It produces biogas more than it needs. It sells the excess electricity. Here's another one, also in Denmark. Same story. This one they throw in some garbage, some household waste. And again, it produces more energy than it needs, again, fertilizer for the nearby agriculture. Most sewage treatment plants don't do that. They consume more energy than they produce, and the residue is toxic to some degree. They need to be fixed. The technology to fix them exists, and it's not horribly expensive. Okay, the biogas produced, we heard about biogas earlier today. The biogas produced by this system, human sewage, is the cheapest possible biogas one can have. It works out to 3 US cents, not even euro cents, a kilowatt hour. And you can see the best way you can use that's for a fuel. You can run a car with it, or a bus, or a truck, and some places do that. That's not the smart way to handle it.
It should be used directly to generate electricity, and the system that's used is the one you see down there, the fourth one down, gas combined cycle. That's the one used in those Danish plants. It produces the most electricity. It's one of the reasons they get 1.5 times the energy that they would need, displacing all the fossil fuel that would be needed to run those plants. Okay, the biogas they produce has almost the same energy as diesel, almost. But you have to remove 30 to 40% of the CO2 for that. It's easy to do. The technology is there. It's done all over the world. It's not a problem. Corinne Lepage, who spoke just a little while ago, and I proposed a project using this waste CO2. The place in Germany near Bremen where this is actually done creates synthetic methane. We were suggesting it for the energy transition in France using cheap electricity at night. It wasn't picked up, but who knows, maybe someday it will be. It can replace, the reason to produce synthetic methane is to displace more fossil fuel. Okay. Some people in the world can't do that. 3 billion of them can't do that. 2 billion literally have no toilets and no sewers. 1 billion, they have toilets, but they're not connected to a sewer system. If Europe really is serious to help the third world, to help poor countries in the energy transition, one of the best places to start is with the sewage in those countries. Help them to build sewers and then build the right kind of waste treatment plants, which the technology exists. Nothing needs to be invented. Just build that, put them there. It has an extra bonus. The delta variation of this disease that's killing so many people started in India, in a slum in India. We don't have to see bodies floating in the Ganges anymore. We could actually help to fix that problem. Okay, if we use the system just in the existing sewers that in the world, using the Danish system, Danish technology, which the French, by the way, Veolia is in there doing, assisting in this, we would produce about 24 billion cubic meters of methane. That's almost half of the Nord Stream 2 pipeline from Russia to Germany, much in the news now, almost half. If you throw in a little food waste, you get more than a Nord Stream 2. Okay, here's the second unavoidable waste. It's a fossil fuel we are stuck with. Methane is pouring out of abandoned coal mines. 10 years ago, it was 22 billion cubic meters of it. Now it's even more, and by 2050, it'll be 75 billion cubic meters. That's 1.5 Nord Stream 2 pipelines. Why? Why drill all of that CO2? Why give the money to countries we are not happy about when we can use our own dead coal mines to replace that fuel? Okay. Here's a picture of what one of these installations looks like in Colorado, near a fancy ski resort. I just want to show you the picture. The slide is too complex to read all the stuff. I didn't do the slide. It's from that company. That's the space it takes for a 3-megawatt system. Germany is way ahead in this story, way ahead. They containerize the whole thing. When the methane is all sucked out over here, they put these things in a truck and move them to another place and pull the methane out from there, from abandoned coal mines. You know, the Industrial Revolution produced all these abandoned coal mines. Okay. They even put these things in populated areas, in inhabited areas, because this is an energy system that makes these areas safer, not more dangerous, but safer. Okay, is it profitable? In that Colorado place that I showed you, not really. You need carbon credits.
there is, in California, my home state, there is a system of carbon credits. And so these people, what they do basically is they burn the methane that comes out, they flare it off, and they get carbon credits for that and sell them on the California system. The electricity that they're selling to this fancy ski resort, where they are paying above market prices in order to show how green they are, that they're good guys, it's not profitable anyway. But in Germany, it really is profitable. The cost per kilowatt hour is never more than 9 euro cents. The price in Germany for home electricity is 30 euro cents. There's a nice space for a business in there. They have no carbon credits system applicable in Germany, and it's cheap to build these things. Why not just plug the abandoned coal mines and be done with it? And the reason is that methane leaks out anyway. Initially it stops, but it finds its way out. It all gets out. Some places they flood the mine, and that does sometimes in some places stop it for after 7 or 10 years. But then little microbes in the water in some places feed off the coal and produce more methane. Okay, here's my conclusion. Unavoidable waste can be used to save us. We can upgrade sewage systems, displacing all sewage plants, displacing all fossil fuel used in those plants. In some places, that's 30% of the electricity used in the city. We can help by that method to save the oceans. The abandoned mine methane, use it. It's nuts not to use it. Methane is 24 times worse than CO2. Everybody knows that, but we're just letting it pour into the air. It displaces an equivalent amount of avoidable natural gas. We're talking about a quantity, it's as if Nord Stream 2, over here, pulling natural gas from Russia, sending it to Germany. Over here, the natural gas is put in. Over there in Germany, it's just pumped into the air. That's what we're doing with the abandoned coal mine methane. Financially, it works in Germany. In the US, in these carbon credits. Thank you very much. As usual. Je remercie Ange Nziou, nouveau participant. Oui, mais c'est les micros qui sont trop hauts pour moi. Qui est nouveau participant, professeur à l'école des mines d'Albi, pendant 9 ans directeur du célèbre laboratoire de recherche, centre de recherche Rhapsody. Je l'ai chopé entre quelques pauses des cours qu'il fait dans plein d'universités. J'ose pas trop les citer parce que j'ai des étudiants chinois qui ne vont pas aimer comment je prononce. Et donc, il va nous parler de l'hydrogène vert obtenu à partir des déchets. Et je mets en garde tous ceux qui vont passer derrière sur l'hydrogène, parce que c'est un spécialiste de la boxe, si vous n'êtes pas d'accord avec lui, pendant les pauses café. C'est bien? Allez, on va. Merci. Merci, Lumi. Donc, je voudrais déjà remercier... merci. Je voudrais déjà remercier Frédéric Thivet, le directeur de l'ICSI, notre ancien directeur, en fait, adjoint à l'école des mines d'Albi, qui m'a invité, et puis Myriam Maestroni et toute l'équipe, Lumi, pour la gentillesse et pour me donner l'opportunité de venir discuter avec vous. Alors, ce que j'ai entendu depuis ce matin, je voulais me le remémorer, le résumer avant de commencer. Alors, je suis enseignant-chercheur, des formations professionnelles obligent. On a beaucoup parlé, mais un aspect qui n'est pas ressorti beaucoup, en filigrane un peu, mais c'est l'éducation et la formation. On a bien vu que ça bloque un peu partout, et il n'y a qu'une clé, c'est la formation. Alors, notre génération, celle un peu au-dessus de nous, il y a des gens un peu plus âgés que moi dans la salle, on est responsable parce qu'on a les moyens, parce qu'on est en action, mais l'avenir ne nous appartient pas, ça appartient aux plus jeunes. Donc, je pense qu'investissons dans la formation, je pense que c'est une garantie de lever tous les blocus qu'on a entendus à chaque projet, des difficultés, mais les jeunes aujourd'hui ont compris beaucoup plus de choses qu'on ne pense, et je pense qu'on ne les regarde pas assez. Alors, hydrogène,
Donc il y a déjà beaucoup de choses qui ont été dites. J'ai entendu décentralisation, j'ai entendu mixte. Il n'y a pas une forme plus qu'une autre. Il y a certainement la solution, c'est un mélange, hein, comme tout, hein, un peu de modération, et ça permettra d'avancer. L'autre chose aussi, c'est que quelle que soit l'histoire, l'innovation et la technologie vont être primordiales. Ça, je l'ai entendu beaucoup aussi, donc j'essaie de le ressortir. Donc je me reviens à mon petit niveau d'enseignant-chercheur pour vous ramener là. Donc moi, je viens de l'IMT Minalbi, juste rapidement, c'est une école d'ingénieurs généralistes sous tutelle du ministère de l'Industrie et de l'Économie. On a à peu près 1000 étudiants. Et donc, ce sur quoi je voulais attirer votre attention, c'est formation classique à la française, formation d'ingénieurs et centre de recherche. La partie centre de recherche, les énergies renouvelables, c'est une thématique importante. Au centre Rhapsody, une centaine de personnes, dont la moitié travaillent sur les énergies renouvelables. On est une école des mines, par définition. Napoléon, 200 ans, création des ressources pour le pays. Donc, on est très, très proche de l'industrie. On diplôme à peu près 10 docteurs dans le domaine de la biomasse et des énergies chaque année, et 60% sont financés par l'industrie. Ça n'empêche pas de faire la recherche de pointe en étant associé au CNRS, c'est absolument pas incompatible. Alors, nous travaillons sur la chaîne de valeur qui va de la ressource, extrêmement importante. On a parlé de disparité locale, de diversité, c'est hyper important. On ne peut pas faire la même chose partout, même en France. La solution qui est valable en Alsace, elle ne l'est pas forcément en Occitanie. Donc la partie ressources est extrêmement importante. Les procédés de transformation. J'ai entendu Madame Leboul qui a parlé de pyrogazéification, c'est notre spécialité. Donc un procédé thermique pour transformer les ressources en produits qui sont des biofuels, qui sont de l'hydrogène, du biogaz, du biométhane. Et au passage, je sais que ça peut faire des polémiques, le CO2 n'est pas qu'un problème. Alors on oublie que le CO2, le gaz carbonique, c'est un intermédiaire chimique. Et on achète du CO2 pour faire des produits chimiques, pour faire des lessives, pour faire des adsorbants, pour faire beaucoup de produits de la vie quotidienne. Donc il faut le savoir aussi. Et l'autre chose que j'ai entendue importante, c'est que le CO2, c'est un problème, mais l'urgence, comme vient de le dire professeur Robert Bell, ça a été dit aussi ce matin, c'est essentiellement le méthane, qui a des impacts climatiques beaucoup plus importants et beaucoup plus rapides. Donc là aussi, c'est pour remettre un peu les choses en place. Et donc, on a aussi des projets qui remettent le CO2 dans le circuit économique. Du CO2 qui sort de process, qui est pur, il peut servir d'intermédiaire chimique pour faire des produits qui repartent dans la vie, dans un cycle vertueux. Donc, ce n'est pas forcément un problème. Évidemment, je fais la différence avec du CO2 qu'on rejette dans tout ce qui est source de mobilité, dans le transport par exemple, celui sur lequel il n'y a pas grand-chose à faire. Mais celui qui est contrôlé est susceptible d'être un produit de référence de bonne qualité pour faire la chimie. C'est ce qui se passe dans beaucoup de secteurs, je ne crée rien. Alors, juste rappeler, l'hydrogène, ce n'est pas nouveau en fait, hein. Donc le sujet ressort, parfois avec les crises pétrolières, et cette fois-ci, il ressort parce que la société a tout simplement changé. Et donc ça va forcément avancer. Parce que ceux qui sont derrière nous, les jeunes que j'évoquais au début, poussent pour un monde différent. Alors c'est au gré de la formation, hein, de la connaissance, qui est devenue, les gens sont devenus plus sensibles. Il y a eu un débat très intéressant tout à l'heure sur la place du nucléaire qui ne s'améliore pas, donc c'est au profit d'autres formes d'énergie. Et on voit que c'est une longue histoire et qui est allée avec des hauts et des bas au gré des crises pétrolières. Et par le passé, l'hydrogène ressortait quand il y avait une crise pétrolière. Et ce n'est plus le cas aujourd'hui, c'est devenu quelque chose de beaucoup plus cohérent, on l'a entendu depuis ce matin, à cause du potentiel. Alors, rappelez aussi que l'essentiel de l'utilisation de l'hydrogène aujourd'hui, c'est l'industrie. On oublie l'industrie notamment pour faire les engrais, hein, donc j'oublie, alors moi je suis né en Afrique, donc j'aime bien le rappeler, et je suis français, j'ai la chance de travailler dans beaucoup de pays occidentaux. J'ai entendu beaucoup de globalité, mais on est très focalisé sur l'énergie. Mais on oublie que la préoccupation principale des gens, ce n'est pas l'énergie, c'est manger. Donc, les principales sources d'utilisation de l'hydrogène, ce sont les engrais, parce qu'il faut nourrir les gens avant. Donc là, c'est juste un petit rappel un peu de beaucoup d'idées qu'on a et qui ne correspondent pas forcément à la réalité. Alors, l'hydrogène, pourquoi c'est un pilier dans la transition énergétique à côté d'autres sources, évidemment.
C'est parce qu'il comprend un certain nombre d'atouts que je représente ici. La densité énergétique, 3 fois plus élevée que l'essence. C'est-à-dire qu'à peu près avec la même quantité par kilo, vous produisez beaucoup plus d'énergie. Et donc, cette énergie n'émet pas de CO2. Ça a été redit plusieurs fois par les prédécesseurs que je n'ai pas besoin d'évoquer à nouveau. Et ça a une certaine dualité, c'est-à-dire qu'on peut faire de l'électricité et de la puissance. Et ça donne quand même, du coup, beaucoup d'atouts à cette molécule. Et donc, il y a plusieurs voies de production. Donc, on a fait le pari au niveau européen, via le Green Deal, d'aller sur l'électrolyse. Ça se discute, mais il faut avoir des porte-drapeaux. L'électrolyse, c'est un bon porte-drapeau. Mais je me permets de rappeler que l'électrolyse consomme de l'eau. Et la ressource essentielle mondiale, ce n'est pas l'énergie, c'est de l'eau. Donc, il faut savoir que quand on produit un énorme mètre cube d'hydrogène, on consomme 1 litre d'eau. Et si vous ramenez ça à la population mondiale, parce que le problème est global, il n'est pas européen, il n'est pas français, quand on regarde plus globalement, il y a quand même, je ne dis pas que c'est un problème, mais c'est à regarder. Ce n'est pas la panacée non plus. Il y a une consommation d'eau qui peut être déraisonnable, complètement compatible avec les objectifs de développement durable qui contiennent l'énergie, l'économie, mais ça a été dit tout à l'heure, le social et l'environnement. Quelqu'un a rappelé qu'il fallait peut-être inverser les mots. Donc c'est intéressant à plusieurs points de vue, mais au niveau des technologies, on a fait le pli en Europe d'aller sur l'électrolyse, c'est très bien, mais mes propos aujourd'hui, c'est de rappeler qu'il y a d'autres solutions qui doivent être, pas contre, évidemment, c'est jamais bon le contre, c'est plutôt l'effort conjugué, qui sont des solutions qui peuvent être à côté. Alors, je vais sauter cette diapo parce qu'elle n'est pas nécessaire, compte tenu du temps. Je vais venir à celle-ci. Alors, je vous présente ici un schéma. J'ai repris des données de l'Agence internationale de l'énergie que j'ai un peu adaptées. Donc, je l'ai présenté aux auditions au Conseil économique et social et de l'environnement en décembre, pendant que le gouvernement auditionnait un certain nombre d'experts pour les aider à définir la feuille de route hydrogène. Ce que je voulais vous montrer ici, c'est la sempiternelle discussion entre le coût, la ressource et les maturités technologiques. Alors, ça a été dit ici, donc on a un certain nombre, on a une nomenclature, donc notamment l'hydrogène noir ou marron, donc à partir de charbon. Il y a le gris qui a été évoqué à partir du reformage sans stockage. Donc au passage, reformage, juste pour vous rappeler les connaissances de chimie pour ceux qui ont oublié ou qui se rappellent, c'est transformer le méthane avec de la vapeur d'eau pour donner de l'hydrogène, un gaz de synthèse. On peut le faire avec le gaz carbonique aussi. Et donc, effectivement, aujourd'hui, ce qui se fait le plus, c'est dans l'industrie fossile, c'est le gris et un peu de bleu, parce qu'on arrive à faire du stockage. La différence entre les deux, c'est que là, il n'y a pas de stockage, et ici, il y a un stockage. Et l'ultime solution dont tout le monde parle, c'est l'électrolyse, dont les coûts ont énormément baissé, les technologies ont énormément évolué. Mais mon propos ici, c'est ce que j'appelle l'hydrogène renouvelable, par opposition à l'hydrogène vert. Renouvelable parce que quand on utilise de la biomasse, on a beaucoup évoqué du biogaz, professeur Bell juste avant moi, et pas mal de personnes ce matin, c'est que ce carbone, il vient de la photosynthèse. Il est renouvelable. Donc il y a un cycle vertueux qui fait que celui qu'on consomme pour produire de l'hydrogène est régénéré par l'absorption par les plantes. Donc il n'est pas à négliger, d'autant plus que, je vais essayer de le rappeler, là il y a eu des progrès importants. Donc je vous présente ici les TRL, c'est l'échelle de maturité technologique. On voit que plus on est haut, vers 8-9, ça veut dire que les technologies sont au niveau industriel. Pour tout ce qui est noir, gris et bleu, il y a des applications industrielles courantes. L'électrolyse aussi, donc là c'est ressorti à la mode, mais ce n'est pas nouveau l'électrolyse. Et puis le vert qui est en train de se développer, je vais finir sur le vert. Alors le vert, je vais sauter ceci, ce n'est pas nécessaire. Le vert est intéressant, pourquoi? Parce qu'on a un territoire, si je prends la France, on a un territoire très agricole. Et je parle bien de biomasse non alimentaire, donc les chutes de culture, il y en a énormément partout. Moi, je viens d'Occitanie. On est une des premières régions françaises en termes de ressources. Et il y a énormément de ressources disponibles dans ce pays pour produire de l'hydrogène renouvelable en complément de l'électrolyse.
Et ça, ce sont des solutions. J'ai entendu Madame Lepage, j'ai entendu d'autres parler de l'énergie décentralisée. C'est local, on ne peut pas faire de l'électrolyse partout, mais on peut adapter les solutions locales. S'il y a de la ressource, en Occitanie, en Bretagne, mais on peut utiliser du biogaz, de la biomasse pour produire de l'hydrogène. Et ça, ce sont des réalités concrètes et pour lesquelles les technologies sont disponibles. Il y a besoin de développement, il y a besoin d'améliorer le stockage, qui fait que le coût est encore plus élevé que l'électrolyse, mais le temps va faire que les coûts soient réduits. Donc là, je voulais terminer en présentant 2 projets pour illustrer ce que je viens de dire. Avec l'aide de l'ADEME, nous avons travaillé, nous, École des Mines, en appui des entreprises telles que Trifil, Solagro, pour en fait développer un pilote de production d'hydrogène renouvelable à partir de biogaz. Donc ça a été fait entre 2010 et 2015. On est arrivé à l'échelle pilote avec l'aide de l'ADEME. Aujourd'hui, le réseau s'est étendu sous la houlette du département du Tarn avec d'autres entreprises qui sont venues autour du projet, notamment les gens de Amarenco qui sont dans la salle, je pense, avec NGE, pour en fait développer une solution de production d'hydrogène décarboné où on fait un mixte, électrolyse et pyrogasification, donc renouvelable, pour alimenter le couloir d'hydrogène dans la région Occitanie à travers 2 stations. Donc c'est un projet qui est prévu pour 2024 et ils espèrent arriver avec un hydrogène à 9 € et avec l'amélioration des schémas de stockage et de transport, 7 € en 2026 et certainement 5 un peu plus tard. Donc ce que je voulais vous faire passer comme message ici, l'hydrogène certainement une solution importante dans le mixte énergétique, mais pas que l'électrolyse, qui est une solution intéressante, porte-drapeau pour des raisons évidentes, maturité technologique, coût beaucoup plus faible, mais les territoires sont différents. Peut-être que les solutions adaptées aux territoires peuvent être la solution pour un avenir dans les énergies renouvelables. Merci pour votre attention.